Le 16 décembre 1944, 05:32 du matin, dans les forêts gelées de l'Osheimer Graben, au cœur des Ardennes belges, sous un ciel d'encre où la neige tombe en lames invisibles qui fouettent les visages noircis de suie et de peur. Le sergent Karl Heinrich, 32 ans, Feldwebel de la 277e division Volksgrenadier, sent le froid s'infiltrer comme un poignard rouillé dans ses bottes craquelées, alourdi par la boue gelée qui colle à ses bandes molletières. Son souffle forme des nuages blancs qui se dissolvent dans l'air saturé d'odeurs de résine humide et de cordite résiduelle des tirs de la nuit précédente, tandis que son carabineur, 98K, pèse sur son épaule comme un boulet de forçat, le métal glacé mordant sa paume engourdie à travers les mitaines trouées. À ses côtés, le Gefreiter Hans Müller, 20 ans à peine, les yeux creux d'épuisement après des semaines de marche forcée depuis l'Est, serre son MP40 contre sa poitrine osseuse, le chargeur courbé vibrant encore du gel qui fait craquer ses jointures. Le caporal Fritz Lange, le plus vieux du peloton à 41 ans, mâche un crouton de pain noir rassis, sa moustache grise figée en glaçons, et marmonne une malédiction contre le Führer qui les a envoyés dans ce piège hivernal où chaque pas craque comme un os brisé sous la neige traîtresse. L'ordre du lieutenant Becker, un fantôme pâle aux joues caves sous son casque Stahlhelm cabossé, fuse dans le noir, avancer, en formation dispersée, vers la route de Losheim. Les Américains sont en déroute, nos Panzers percent. Mais le doute ronge déjà leurs tripes. Un serpent froid qui se tord depuis les rumeurs de Stalingrad et de Normandie, où les ondes radio crachotaient des mensonges sur des victoires éternelles, tandis que les camarades tombaient en silence hurlant. Vous sentez le sol trembler, avant d'entendre le premier sifflement, une vibration sourde qui remonte le long de vos tibias comme un marteau-pilon invisible, et soudain, l'enfer se déchaîne. Une rafale de M1 Garants américains crache depuis les buissons enneigés à 100 mètres. Les balles, 30-06 labourant l'air en un hurlement strident qui déchire les tympans, projetant des gerbes de neige mêlées de terre et d'écorce explosée. Karl plonge derrière un tronc de sapin fendu, son cœur cognant comme un moteur de Kübelwagen en panne, l'odeur âcre de la poudre brûlée envahissant ses narines, tandis que des éclats de bois lui lacèrent la joue, du sang chaud coulant en rigoles salées sur ses lèvres gercées. Hans hurle « Américaner ! À couvert !» Sa voix brisée avalée par le staccato infernal des Thompsons qui martèlent maintenant depuis la crête, les chargeurs de 30 cartouches vidées en salve folle qui font danser la neige en nuages étincelants, chaque impact arrachant des mottes de terre gelée qui s'écrasent sur les casques avec un bruit mat de poing sur chair molle. Fritz tire à l'aveugle avec sa MG42, la tronçonneuse de Hitler, rugissant en une cadence de 1200 coups par minute, le canon chauffant à blanc en secondes, crachant des flammes orangées qui illuminent son visage tordu de rage et de terreur. L'huile cosmoline se vaporisant en volutes grasses sous le gel, mais une grenade Mills explose à 10 mètres. Le souffle vous plaque au sol, vos poumons se remplissant d'une poussière âcre qui gratte comme du verre pilé, et vous entendez l'os se briser. C'est la jambe de Müller, tordue en un angle obscène sous son pantalon déchiré. Son cri perçant le chaos, comme un fil barbelé tendu à rompre. Le lieutenant Becker, accroupi dans une flaque de boue sanglante, hurle des ordres noyés dans le vacarme. « Feu ! Grenade ! Rassemblement sur moi !» Mais ces mots se perdent dans le grondement d'un half-track M3 américain qui surgit de la brume. Ses chenilles broyant la neige, en une pâte rougeâtre, le 50 Cal Browning pivotant avec un ronronnement métallique qui sème la mort en arc de feu, les douilles cuivrées jaillissant en cascades fumantes sur le blindage riveté. Karl recharge son car 98K d'une main tremblante, les doigts gourdes glissant sur les cartouches stripper clip qui claquent
dans la culasse froide, vise un fantôme en tenue olive à travers les flocons, presse la détente, craque, et voit l'Américain tanguer, touché à l'épaule, son M1 tombant dans la neige, avec un bruit sourd, mais déjà une autre silhouette bondit. Un sergent-chef aux yeux fous sous son casque M1, arrosant de son bar en une rafale qui fauche l'ange, le corps du caporal se convulsant en spasmes grotesques, ses boyaux fumants se répandant sur la neige en une odeur de fer et de merde brûlée. Le temps s'étire en une éternité gluante, chaque seconde un poids de plomb sur la poitrine, où vous pesez le tir suivant contre la fuite impossible. Le fusil américain semblant grandir dans votre viseur comme un destin inéluctable, jusqu'à ce que Baker se dresse, grenade à manche en main, et la lance dans un arc paresseux, explosion, qui éventre le half-track, essence et métal hurlant en une boule de feu qui lèche les sapins, illuminant les visages blêmes du peloton survivant. Karl, Hans agonisant, et deux autres Jeffreiter, Willy et Otto recroquevillés, leurs pantalons souillés de pisse chaude. Mais les Américains contournent, une dizaine de silhouettes surgissant des ombres comme des loups affamés, leurs bottes en caoutchouc foulant la neige sans bruit, fusils pointés en un mur de baïonnettes. « Hands up! Krauts! Surrender !» braille un lieutenant yankee, sa voix nasillarde chargée d'un accent du Midwest qui tranche dans le silence post-explosion où ne subsistent que les gémissements de Hans et le crépitement des flammes dévorant le half-track. Karl hésite, le canon de son carabineur encore tiède contre sa tempe, le doigt crispé sur la détente. Une seconde, deux, l'éternité d'un jugement dernier où défilent les visages de Safro et de son fils à Cologne, les bombes alliées qui ont rasé leur maison en une nuit de feu liquide. Mais Baker jette son arme, les mains en l'air, et le peloton suit, les bras lourds se levant comme sous une chape de plomb. Le métal des menottes américaines claquant froid sur les poignets, mordant la peau écorchée. Vous sentez l'humiliation couler en vous comme un poison lent, le poids de l'échec écrasant vos épaules tandis que les GI les fouillent, mains rudes palpant les uniformes trempés pour extraire chargeurs, couteaux de combat et photos jaunies de familles disparues, un sergent noir, un spectacle interdit par la propagande du Reich, ricanant en arrachant la croix de fer de Karl. Nice bling, Fritz, et le peloton est poussé en file indienne vers l'arrière, bottes traînant dans la neige rougie, le vent hurlant comme les âmes des 20 000 morts de cette offensive maudite lancée par Hitler pour un miracle absent. La marche dure des heures qui s'étirent en un supplice glacé, sous un ciel qui saigne un rose sale à l'aube, les prisonniers titubant entre deux files de GI aux fusils levés, leurs Thompson pendant comme des menaces muettes. Hans est traîné sur une civière improvisée, sa jambe bandée grossièrement saignant à travers le tissu. Ses plaintes se muant en râles humides qui hantent les oreilles de Karl, tandis que Willy vomit bile et peur sur le bord du chemin, le froid tétanisant ses muscles en nœuds douloureux. Ils atteignent un poste de commandement américain vers 08. 0, une ferme réquisitionnée où l'air embaume le café brûlant et les cigarettes Chesterfield, odeurs exotiques qui tordent les ventres affamés du peloton. Interrogatoire sommaire par un capitaine au cigare mâchonné. Où sont les Panzers? Parlez, où c'est la Sibérie pour vous? Mais Karl, lèvres scellées par l'honneur SS martelé depuis 1941, fixe le sol, sentant la chaleur du poêle à mazout irradier comme une tentation diabolique contre son dos gelé. On les entasse dans un camion GMC 212 tonnes, bâché kaki brinque-ballant sur les routes défoncées, moteur diesel vibrant à travers les eaux, mêlé à l'odeur de sueur rance et de vomi. Nuit tombe, phare trouant la brume, et ils roulent vers l'ouest, vers Liège, ignorant que des milliers comme eux, 120 000 Allemands capturés en une semaine, submergent les camps alliés. Un déluge de gris contre l'olive américain. À l'aube du 18 décembre, arrivé au camp de transit de Spa,
Un enclos boueux cerné de barbelés neufs sous la neige fondante, où grouillent déjà 5000 prisonniers, un chaos de Stahlhelms empilés et de capotes déchirées. Les geais les déshabillent au jet d'eau froide des tuyaux, l'horreur d'un hiver arctique sur peau nue, chair bleue secouée de frissons convulsifs. Karl serrant les dents tandis que le tuyau le fouette comme un chat à 9 queues, l'eau glacée rinçant sang et boue en rigole rose vers les égouts improvisés. Uniformes rendus, on leur jette des tenues quartermaster américaines. Pantalons de laine épaisse, vestes matelassées, chaussettes neuves qui sentent le neuf et le savon. Un choc qui frappe comme un obus. C'est trop grand, trop chaud, murmure Fritz avant sa blessure fatale. Mais Karl enfile la chemise olive, sentant pour la première fois depuis des mois une étoffe sèche contre sa peau pustuleuse, un poids de coton qui soulage sans alourdir. Le repas arrive en seau fumant, ragoût de bœuf en boîte cération, pain blanc moelleux, café sucré au lait en poudre, des saveurs oubliées qui explosent en bouffées de sel, de sucre, de graisse animale, faisant monter des larmes aux yeux de Willy qui engouffre comme un animal. Das ist Essen der Götter. Tandis qu'Otto, le plus jeune, fixe la gamelle d'un air soupçonneux, hanté par les histoires de rations empoisonnées propagées à la Wehrmacht. Les GI rient, distribuent des Lucky Strike. Smoke up, Jerry! Pas de typhus, ici. Et pour la première fois, Karl inhale la fumée douce amère sans tout, assis sur une botte de foin sec dans une tente canvas qui bloque le vent, écoutant les ronflements des camarades et le bourdonnement lointain des B-17 qui passent au-dessus, non plus comme des corbeaux de mort, mais comme un fond sonore presque normal. Les jours s'étirent en un brouillard de routine qui mine les certitudes forgées au Reich. Réveil à 06:00 par clairon américain, appel sous la pluie battante qui transforme le sol en marécage suceur de bottes, corvée de pelletage pour dégager les routes, pelle neuve en acier américain, mains protégées par des gants de travail qui ne s'usent pas en une semaine. Où Karl, pelotonnant la neige lourde avec Willy, sent pour la première fois le corps d'un autre Allemand sans peur de Gestapo, échangeant des murmures sur les mensonges entendus. Les bolcheviks sont à Berlin, disent les ondes. Mais ici, les Yankees nous nourrissent mieux que nos propres officiers. Une après-midi, projection de film dans une baraque chauffée. Actualité pâtée montrant les camps de concentration libérés. Dachau, Buchenwald, images granuleuses de corps empilés comme du bois, fosse commune fumante, et le peloton blêmi, Karl serrant les poings jusqu'au sang. Propagande juive, crache Otto. Mais Willy, après une nuit d'insomnie hantée par des souvenirs de l'Est, chuchote. Et si, c'est vrai, les ordres pour les Juifs, les exécutions? Le choc culturel s'insinue comme une fissure dans le granit nazi. Radios américaines diffusant Glenn Miller et les discours de Roosevelt en allemand approximatif, expliquant la Déclaration des Nations Unies contre le nazisme, où des prisonniers comme eux sont appelés à repenser le Reich. Un caporal yankee d'origine bavaroise, Joe Klein, distribue des lettres de familles allemandes via la Croix-Rouge, et Karl reçoit celle de sa sœur. Les bombes ont tout pris, mais les Américains à Cologne distribuent du pain. Les doutes gonflent, lourds comme des sacs de sable, chaque bouchée de pomme au sirop ou de chewing-gum rose, érodant la haine martelée depuis 1933. Transfert vers un camp permanent, le 23 décembre, par convoi de camions sur route verglacée, vers camp Lucky Strike en France, près de Cherbourg, un vaste complexe de 80 000 places où les baraquements en bois préfabriqués fument de poêles à charbon illimité. Arrivés sous une tempête de neige qui fouette les visages, mais à l'intérieur, lits à sommier métalliques avec matelas de paille propre, couverture laine qui embaume le propre, un luxe qui fait chanceler Otto. C'est pire que chez nous, à Berlin, sous les alertes. Noëls américains, dinde rôtie en ration spéciale,
bonbons Hershey fondant sur les langues gercées, chant de carole par un orchestre GI avec clarinette qui pleure, style Nacht, en duo improbable avec des prisonniers. Karl, assigné à une équipe de boulangers, fours à pain automatiques crachant des miches dorées par centaines, pétrit la farine blanche importée d'Amérique, sentant la levure gonfler sous ses paumes calleuses, et pour la première fois en 5 ans de guerre, son corps se remplit, les côtes saillantes s'arrondissant sous la veste olive, un miroir improvisé révélant un visage moins hagard, des yeux moins fous. Les conversations nocturnes, à voix basse sous les couvertures, dissèquent le choc. Les Yankees ne nous battent pas, ne nous affament pas. Pourquoi? Les bolcheviks nous auraient pendus déjà, dit Willy, et Karl, tourmenté, revoit les villages ukrainiens incendiés sur ordre d'officiers SS, les cris des civils fusillés pour partisans, un poids moral qui écrase son sommeil en sueur froide. Une nuit, un officier allemand évadé est repris, mais au lieu de peloton, on l'interroge poliment, et la rumeur court. Les Américains veulent nous rééduquer, pas nous tuer. Printemps 1945 approche. Rumeur de l'Est filtrant via radio. Roosevelt mort. Soviet à l'odeur. Himmler négocie en secret. Dans le camp, débat houleux autour des braseros. Un ancien SA converti hurle « Trahison !» Mais Karl, après avoir lu des journaux Stars and Stripes en allemand, sent la vision du conflit se fissurer. Non plus guerre raciale contre le judéo-bolchevisme, mais folie d'un homme qui a sacrifié 20 millions pour un rêve de pierre. Une visite de la Croix-Rouge, colis suisse avec chocolat et savon, et une infirmière qui soigne la jambe guérie de Hans, désormais estropié mais vivant, lui murmurant « Danke, Fräulein », un mot interdit autrefois. Vous sentez le monde basculer en vous, lent comme la fonte des neiges, chaque gorgée de lait pasteurisé, un poison contre la propagande, chaque conversation avec Joe Klein. Mon grand-père était de Munich, les nazis l'ont forcé à fuir. Un marteau sur l'enclume des certitudes. Juin 1945, capitulation. Les barbelés s'ouvrent non pour la mort, mais pour le rapatriement différé. Karl assigné à déminer les plages normandes, pelles en main sous surveillance, sentant la terre encore chaude des obus, et dans le silence des explosions absentes, il pleure pour la première fois, le poids de 6 années de sang et de mensonges s'effondrant en une fatigue infinie. Le choc culturel américain, abondance, humanité inattendue, ayant pulvérisé la vision du conflit en éclats irrécupérables, laissant un homme brisé mais vivant face à un avenir gris sans fureur. Les jours suivants s'alourdissent d'un silence pâteux où les rires forcés des GI masquent leur propre épuisement. Et Karl, assis sur son lit grinçant, fixe les barreaux de lumière filtrant à travers les planches, sentant la sueur froide de la fièvre morale couler le long de son échine, les fantômes de Losheimer Graben murmurant dans le vent qui secoue les tentes, un épuisement qui colle à la peau comme de la boue séchée, où chaque respiration pèse des tonnes de culpabilité et de révélation. Le camp américain non plus prison, mais miroir impitoyable d'un Reich pourri de l'intérieur, et dans cette quiétude post-belliqueuse, le poids de la survie écrase plus que les combats. Un lent effondrement intérieur, où les odeurs de pain frais se mêlent aux relents persistants de cordite enfouis dans les pores, éternellement. Août 1945, les miradors s'allongent comme des ombres chinoises sur la plaine normande, et Karl, pelle en main, creuse non plus pour tuer mais pour désensabler les pièges rouillés, chaque pelletée exhumant un éclat de mort figé, obus américains aux ogives encore luisantes de sel marin, tandis que le soleil cogne comme un poing soviétique, suant la trahison dans ses yeux caves. Joe Klein, le sergent au cigare mâchouillé, l'observe d'un air mi-méfiant, mi-paternel. « T'as vu les photos, Fritz? Les camps? Pas les vôtres, les nôtres pour vous.
les tiens à eux. Une pile de clichés graisseux passe de main en main sous la tente collective. Corps empilés comme du bois pourri à Bergen-Belsen, yeux vitreux accusant le ciel, et Karl, les doigts tremblants sur le papier glacé, vomit un café lyophilisé tiède, le monde se fissurant en un hurlement muet. Pas possible, pas nous, pas le Führer. Mais les preuves s'entassent irréfutables. Un déluge de noir et blanc qui noie les discours de Goebbels dans les latrines du camp. Les nuits s'épaississent de murmures séditieux où les anciens SS, tatouages fanés sous les manches relevées, nient en chœur, propaganda alliée, juifs et bolcheviques. Mais Karl, adossé au poteau de la baraque, écoute le vent charrier les cris des déportés qu'il n'a jamais vus. Un gamin de Bavière devenu rouage d'une machine à broyer les âmes. Une lettre arrive, chiffonnée par les censeurs. Sa muteur, ombre d'elle-même à Munich, ruine fumante autour de la ferme. Son frère volatilisé à Stalingrad. Reviens, Karl, le pain manque. Les Russes violent les filles au village. Il la relie à la lueur d'une bougie volée, les larmes creusant des sillons dans la crasse, et pour la première fois, il arrache l'aigle brodé de sa vareuse, le jette dans les braises, crépitement bref, odeur de laine brûlée comme un bûcher personnel, renaissance dans la puanteur. Les GI organisent des rééducations, projecteurs crachotant sous les étoiles, images de l'Amérique, gratte-ciel rutilant, Ford sur l'asphalte, noirs et blancs dansant le swing. Et Karl, fasciné, mâche un chewing-gum à la menthe qui colle à ses dents comme un nouveau goût de liberté, tandis que le narrateur nasillard tonne « La démocratie, pas le culte d'un homme ». Joe lui glisse une ration de Lucky Strike. « T'es pas comme les autres, Fritz. T'as les yeux ouverts maintenant. » Une bagarre éclate un soir, un capot autoproclamé tabassant un pleureur. « Lâche, traître au Reich !» Mais les MP interviennent, matraque volante, et Karl, pour la première fois, se tait non par peur, mais par dégoût, sentant en lui germer une voix nouvelle, fragile comme une pousse dans la boue. Octobre approche, feuilles roussies sur les barbelés, rumeurs de libération pour les politiquement réhabilités. Questionnaires interminables, signatures sur des serments d'antifascisme, et Karl, plume hésitante, avoue ses doutes, ses illusions pulvérisées par le lait sucré et les photos maudites. Une nuit de pluie battante, il rêve de l'Osheimer Graben revisité, non tranché héroïque mais charnier boueux, se réveille en sursaut, le cœur cognant comme un canon lointain. Et dehors, sous l'averse, il hurle enfin dans le vide. « Verdammt, verdammt, tout ça !» Le camp, ce ventre de baleine yankee, l'a recraché changé. Un homme nu face au néant, prêt à fouler le sol allemand non comme vainqueur, mais comme pèlerin du remords. L'aube pâle filtrant enfin à travers les nuages, promettant non le Reich millénaire, mais une paix usée, humaine, implacable. Garderführers, acte 3. Le pèlerinage des ruines. Novembre 1945, wagon à bestiaux brinque-ballant sur des rails rafistolés, relents de sueur et de pommes pourries. Karl, brassard blanc cousu à la hâte, d'épée pour déplacer, fixe par la lucarne fendue les plaines dévastées, cratères comme autant de cicatrices terrestres. Ambre au ventre, il mâchonne un bout de pain noir troqué contre une montre volée à un sergent yankee. Les compagnons de voyage, ombre hâve aux yeux caves, murmurent des litanies de perte. Ma ferme en Poméranie, rasée. Ma femme, évaporée. À Francfort, première halte. La cité fantôme, cathédrale éventrée dressée comme un doigt accusateur vers un ciel de suie, et Karl, titubant dans les décombres, heurte un gamin aux jambes torses mendiant des mégots. Oncle, du pain? Il tend sa dernière croûte. Le môme la déchire avec des dents de rat, et pour la première fois, Karl voit en lui non l'avenir du Reich, mais un survivant nu, comme lui. Ruhr,
cœur noirci de l'Allemagne, cheminées effondrées, rails tordus en sculptures infernales, et les Russes partout, casques ronds, rires gras, pillant les usines mortes sous les yeux des civils affamés. Karl évite les patrouilles, longe les canaux huileux où flottent des cadavres gonflés, suit la trace d'un convoi de réfugiés. Femmes en haillons tirant des charrettes croulantes, enfants nus contre leurs seins. À Essen, miracle. Une silhouette familière émerge de la brume. Sa sœur Greta, amaigrie, les cheveux rasés pour punir un amour juif supposé, qui le serre dans ses bras maigres, odeur de savon rance et de larmes. « Karl, Dieu merci, t'es vivant. Père est mort à Stalingrad, mère erre dans les caves. » Ils marchent ensemble vers le village natal, évitant les zones d'occupation française où les goums pillent les fermes, violent au grand jour comme une revanche tardive. Le hameau, enfin, masures éventrées, clochers penchés comme un ivrogne, champs labourés par les bombes où poussent des orties voraces. La maison familiale, squelette de poutres noircies, et mère, ombre courbée sur un feu de fortune, remue une soupe d'herbes amères. « Fils !» hurle-t-elle, et il pleure sans mots, enlacé dans la poussière. Le soir, à la lueur d'une lampe à huile, Karl confesse la lettre du laitier, l'aigle brûlé, les films Yankees qui ont fissuré son armure. Mère hoche la tête, les yeux mi-clos. « On était tous aveugles, mon garçon. Les médailles de ton père, fondues pour du pain. » Dehors, hurle le vent d'Est, porteur de rumeurs, procès de Nuremberg, terreur des loups-garous SS traqués. Et Karl, veillant au seuil, sent le remords comme une braise vive. Non plus héros déchu, mais artisan d'un recommencement fragile. Printemps 1946, Allemagne zonée, muraille invisible de barbelés et de méfiance. Karl laboure un lopin prêté par les autorités alliées, semence américaine, dans la terre gorgée de sang. Greta épouse un ouvrier polonais recyclé en mineur, et mère sourit enfin, un vrai sourire, en voyant pousser les premiers épis. Une nuit d'orage, Karl grave sur une pierre tumulaire improvisée pour son père. « Repose en paix, non pour le Führer, mais pour l'homme que tu fus. » L'aube succède, soleil timide sur les ruines reverdies, et Karl, vareuse rapiécée sans aigle, marche vers l'horizon, pas le 1000 ans promis, mais un jour après l'autre, taillé dans la chair du regret, où la paix n'est plus rêve, mais sillon labouré, implacable et fécond.